Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Trois responsables onusiens se sont succédés dans l'après-midi hier jeudi au palais présidentiel pour rencontrer le président Alassane Ouattara. D'abord le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas. Ensuite, celui représentant le secrétaire général de l'ONU au Mali. Et enfin, le représentant en Guinée-Bissau. Le processus de paix et la situation sécuritaire dans la sous-région ont été les sujets abordés dans l'ensemble. Tous les trois ont indiqué avoir saisi l'occasion pour féliciter le président Alassane Ouattara à la suite de sa brillante élection. L'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire a 25 ans. Les membres de cette organisation ont décidé de marquer une fois l'an une halte pour apprécier le chemin parcouru en toute convivialité avec les autorités et leurs clients, se réjouir ensemble et prendre des forces pour l'avenir. Acte 1, le premier gala de l'Ordre s'est tenu mercredi avec comme invité de marque le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, entouré des ministres Kabaniale, Bruno Nabagné-Koné et Abdourahmane Sissé. On en parle avec Noël Niagno. Les experts comptables de Côte d'Ivoire sont matures. Voici 25 ans qu'ils se sont constitués en ordre pour mutualiser leur savoir-faire et leur savoir-être. Ils veulent aller au-delà avec comme préoccupation majeure fidéliser leur clientèle, se rapprocher davantage des autorités et démontrer par la même occasion leur envie d'apporter leur pierre à la construction d'une Côte d'Ivoire forte et économiquement prospère. Début de cette nouvelle expérience qui se veut annuelle, ce gala, qui a comblé les attentes des experts comptables. Au regard de la qualité des personnalités venues honorer de leur présence ce gala. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des ministres, des dirigeants d'entreprises, de hauts fonctionnaires. À ce beau monde, le président a souligné sa gratitude avant d'indiquer les défis que l'ordre se propose de relever. Nous continuons de poursuivre nos actions de renforcement des capacités de nos membres, collaborateurs et utilisateurs des normes internationales, pour que la Côte d'Ivoire conserve sa place au sein de l'IFAC. Cet organisme international qui édite les normes d'audit et les pratiques de la profession comptable au plan international. C'est une position qu'il faut maintenir pour assurer une plus grande crédibilité à notre profession. Après avoir jeté un regard sur le parcours de l'ordre, parcours élogieux tenant compte des défis surmontés, le Premier ministre a formulé un vœu. Je voudrais exhorter l'ordre des experts comptables à militer en faveur d'une plus grande ouverture de cette profession d'élite aux jeunes, en leur expliquant les contours de votre noble mission, en leur facilitant l'accès à vos cabinets, notamment par des stages, des programmes de formation qualifiante ou par des partages d'expériences à travers des séminaires sur des problématiques majeures rencontrées dans l'exercice de vos missions. Pour l'heure, les experts comptables ont institué un prix conformément à la politique nationale de promotion de l'excellence, les CIP d'or, en référence à la devise de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, science, indépendance, probité. Les trois premiers CIP d'or pour cette année 2015 sont l'agent de communication RCG West Africa, la commission de formation continue, enfin la commission juridique et fiscale. Le premier prix spécial est allé au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Emploi direct, c'est le thème de la première édition du Salon de l'Emploi qui a ouvert ses portes hier jeudi, ici même à Abidjan. Durant 2 jours, cette initiative du ministère en charge de l'emploi des jeunes devrait permettre à 5000 jeunes d'avoir les armes nécessaires pour leur insertion socio-professionnelle. Ce salon qui a été ouvert par le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly s'est fait en présence de plusieurs autres personnalités, dont le ministre Sidi Touré, délégué au du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Guillaume Zéré, Serge Coléa. Par ce geste, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly donne l'opportunité à 5000 jeunes de se rapprocher du marché du travail. Ce salon s'inscrit dans la droite ligne de la lutte contre le chômage. Il s'agit d'offrir aux jeunes diplômés les chances de décrocher un premier emploi. Le programme national de développement 2016-2020 prévoit environ 29 000 milliards d'investissements tant publics que privés. Dans un tel contexte, la création d'emplois bénéficie d'un environnement propice. Il est donc nécessaire et opportun que toutes les parties prenantes
redouble d'ardeur pour la création massive d'emplois. Nous attendons de ce salon, dans les semaines à venir, la constitution d'une bourse de stage, de projets et d'opportunités pour accompagner tous ces jeunes. Le salon, financé entre autres par la Banque mondiale et le port autonome d'Abidjan, représente une plateforme d'échange. Jeunes demandeurs d'emploi, universités et grandes écoles, entreprises, institutions privées et publiques vont échanger en vue de favoriser une meilleure insertion socio-professionnelle. Pour ces milliers de jeunes, l'initiative de l'État ivoirien est à saluer. Avec la volonté du gouvernement à trouver des emplois pour les jeunes, j'ai beaucoup d'espoir. Plusieurs secteurs d'activité et une centaine d'entreprises qui ouvrent leurs portes aux visiteurs. J'appelle les jeunes participants à visiter les stands, à visiter nos stands, à chercher à savoir ce que nous faisons et toutes les possibilités que nous avons, que nous pouvons leur offrir. En plus de l'exposition, ce salon sera également animé par des conférences et des panels sur l'emploi des jeunes. Ouvert ce jeudi 10 décembre, il prendra fin le vendredi 11 décembre 2015. Le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, avec l'appui de l'Agence française de développement et la coopération suisse, a organisé les 7 et 8 décembre au plateau un séminaire interpays sur le financement de la formation professionnelle en Afrique. Au cours de ces 2 jours de séminaire, plusieurs recommandations ont été faites dans la prise en charge du financement et le développement de la formation pré-emploi et notamment de l'apprentissage. Connais par Gassoro. Le secteur de la formation professionnelle est aujourd'hui confronté à de nombreux problèmes de financement selon l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA. La problématique du financement de la formation professionnelle interpelle donc l'ADEA. Elle a réalisé, avec l'aide du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle et le pôle qualité interpays pour le développement des compétences techniques et professionnelles, une étude en 2014. On ne peut pas parler d'emploi si l'emploi n'est pas adossé à une formation de qualité. D'où le sens effectivement de cette thématique que nous avons choisi, le financement de la formation professionnelle. En vue de donner suite à cette étude, un séminaire interpays est initié en Côte d'Ivoire par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, avec l'appui de l'Agence française de développement et la coopération suisse. Au cours de ce séminaire, je vous exhorte d'une part à enrichir la base d'informations recueillies auprès des fonds enquêtés et d'autre part à avoir des débats enrichissants sur la manière dont vos différents fonds interviennent dans les domaines de la formation continue, en entreprise et de la formation de pré-emploi pour les jeunes, au moyen notamment de l'apprentissage et de la formation par alternance. Durant 2 jours, plusieurs recommandations ont été faites. Soutenir l'accroissement de la productivité et la compétitivité des entreprises à travers une main-d'œuvre qualifiée. Prendre en charge le financement et le développement de la formation pré-emploi, notamment l'apprentissage en veillant à sa pertinence au regard des besoins du marché du travail. Plus de 400 participants en provenance de 20 pays sont réunis à Abidjan dans le cadre de la 6e édition du Forum postal africain, une plateforme d'échange entre intervenants du secteur. Objectif, réfléchir aux moyens de pérennisation de l'activité postale menacée du fait d'un environnement économique particulièrement concurrentiel. Lansine Bakayoko. Perte de compétitivité, forte poussée du numérique. Bref, la poste africaine est en difficulté. D'où ce forum continental de débat à Abidjan. Le premier hors de Marrakech, son berceau. Un honneur pour la capitale économique ivoirienne. Sa position géographique lui confère tous les atouts pour devenir un véritable hub postal régional. Au-delà, cette édition est l'occasion de mieux cerner l'importance de la coopération sud-sud dans le domaine, appréhender les enjeux du développement des services financiers, ainsi que le rôle évolutif de l'innovation dans le processus de modernisation de la poste africaine. Et à cet égard, notre poste doit assurer l'inclusion financière à près de 76% de la population adulte qui ne dispose pas de compte bancaire formel et n'ont pas accès à d'autres services financiers. Pour le gouvernement ivoirien,
Le continent doit réinventer son modèle économique postal. Il faut que nos postes puissent créer d'autres activités au service des populations. En Côte d'Ivoire, le choix a été fait d'aller sur l'activité courrier express, l'activité courrier hybride, important dans notre contexte, sur les machines à affranchir qui donc auront une nouvelle vie en Côte d'Ivoire, sur le commerce électronique. C'est important, faire en sorte que la Poste elle-même devienne un acteur de ce commerce électronique-là. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de restructuration, la Côte d'Ivoire a adopté une nouvelle portant code des postes. Le redressement aura coûté 29 milliards de francs CFA à l'État. Le reportage de l'Anciné Bakayoko a été commenté pour vous par Abou Sanogo. En ce jour du 10 décembre, hier donc, journée consacrée à la commémoration du 67e anniversaire des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire peut se réjouir. Un rapport sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire vient d'être présenté par la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, la CNDHCI. Ce rapport 2014 indique que la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire s'est améliorée après plusieurs enquêtes et analyses faites sur le terrain. On en parle avec Sidonie Davila. La situation des droits de l'homme s'est améliorée comparativement aux années antérieures. C'est ce que révèle le rapport d'activité annuel de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, CNDHCI, pour l'année 2014. Un rapport fruit des exigences de la loi portant création de cette institution. Nous savons que 2011-2012 ont été des années difficiles où le droit à la vie n'était plus respecté dans ce pays. Mais aujourd'hui, le droit à la vie semble être respecté parce que nous avons sensibiliser les populations cibles. Ce rapport fait aussi mention des cas d'insuffisance sur lesquels l'institution veut attirer l'attention des autorités. Et ce n'est pas tout. Par-delà ces insuffisances, le document contenant ce rapport dégage aussi des perspectives. Permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'une loi sur le quota concernant la participation politique des femmes et bien sûr une loi sur la parité hommes et femmes pour que les femmes soient positionnés dans les instances de décision. Nous demandons au gouvernement d'appliquer, bien sûr, les lois, mais les décrets d'application dans tous les domaines d'activité. Première personnalité à avoir reçu le rapport annuel 2014 de la CNDHCI, le président de la République depuis septembre dernier. La publication de ce document, ce 10 décembre, coïncide avec la commémoration du 60e anniversaire des droits de l'homme dans le monde. Pour l'occasion, la présidente de la commission, Ezoï Paulette Badio, fait appel à l'engagement de tous pour une promotion et une défense des droits de l'homme. Lancés fin 2012, les travaux de la Cité Ado, 20 hectares de villas basses et appartements inscrits dans le programme gouvernemental des logements sociaux sont dans une phase positive. 652 logements sur les 2172 prévus seront bientôt livrés. Pour s'imprégner des avancées, le ministre des Travaux, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, était hier jeudi sur le site de la Cité Ado. C'est à Nyandobité, route de PK18. Le compte-rendu de Franck Quadio. 652 logements sociaux bientôt livrés, 202 villas basses et 450 appartements. La cité Ado de Nyandobité entre Yopougon et Abobo, totalement financée par l'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre du programme des logements sociaux, verra ses souscripteurs entrer en possession de leurs logements. Mais avant la livraison effective de la première tranche des logements, 652 sur les 2172 en construction, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, effectue une visite. Les bâtiments en hauteur donc, sont tous présents. Les maisons basses sont pratiquement achevées. Il y a quelques petits travaux au niveau des VRD, notamment le réceptacle un peu des eaux usées. Le constructeur nous a rassuré que dans moins de 2 semaines, tout cela sera achevé. Au niveau des problèmes d'électricité, Côte d'Ivoire Énergie nous a rassuré que déjà il y aura un approvisionnement pour les premières familles qui vont recevoir leurs clés. Et justement, sur la question de la livraison effective des premières maisons, ce sera pour bientôt. Tout est prévu pour que les familles puissent y vivre. Donc c'est imminent.
C'est bien pour cela que nous demandons à tous les souscripteurs qui ont en leur possession des reçus, des documents, des contrats de vente sur la cité Ado de se rendre donc au Céphale. Cette administration se chargera d'établir la liste définitive des premiers, en tout cas, qui auront leurs clés. Pour le constructeur mandaté par l'État de Côte d'Ivoire, 8 hectares sur les 20 hectares superficie totale du site sont déjà exploités. Il se satisfait du quitus donné par l'État pour l'exploitation des 12 autres restants. 2 et 3 pièces à 5 et 6,5 millions de francs CFA et les appartements de 4 pièces à 11 millions de francs CFA par souscripteur. La première tranche aura suscité un investissement de 7 milliards de francs CFA. Notons que les travaux de la cité Ado de Nyondobité ont débuté en 2012. Le séminaire d'appropriation de la loi sur l'accès à l'information d'intérêt public à l'endroit des journalistes a eu lieu hier jeudi à Cocody en présence du ministre de la Communication et du président de la CAIDP. On en parle avec Patricia Omoetia. Rencontre journalistes et professionnels des médias. Au cœur des échanges, la nécessité d'aider les journalistes dans la recherche de l'information et surtout de l'application effective de la loi du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public. Cette loi permet à ce que l'un des droits fondamentaux universellement reconnus par la Constitution puisse évidemment s'exercer, je dirais, librement. Puisque notre Constitution, en effet, la Constitution ivoirienne consacre à l'article 7, alinéa 2, un égal accès à l'information de tous. Pour les journalistes professionnels ivoiriens, ces dispositions sont loin d'être prises en compte par les organismes publics. Nous allons demander au législateur de faire en sorte que le journaliste ait accès à l'information sans passer par la lourdeur administrative. Je pense que cet élément-là, si on a pu le corriger, on aura fait un bond en avant. Toujours est-il qu'il y a de l'amélioration qu'il faut apporter à cette loi. La CAIDP, Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, est chargée de veiller au respect et à l'application des dispositions de la loi du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information et aux documents d'intérêt public. Donner la possibilité aux citoyens d'avoir accès à l'information, cela contribue donc à la gestion des bonnes affaires de l'État, puisque les citoyens bien informés pourront critiquer positivement ou bien désapprouver certaines actions du gouvernement. Cette cérémonie marque donc le démarrage des activités de la CAIDP. La Côte d'Ivoire rejoint ainsi la liste très restreinte des pays africains possédant un tel instrument dans leur législation. Une nouvelle unité a été créée pour assurer la protection du président après la dissolution de l'ex-régiment de sécurité présidentielle suite au coup d'État du 17 septembre dernier. Nous sommes au Burkina Faso. Le groupement de sécurité et de protection républicain a pris fonction la semaine dernière. Il assure désormais la sécurité du président burkinabé et de certaines hautes personnalités. Au Burkina Faso, toujours, le président de la transition, Michel Kafando, a installé la commission de la réforme des armées. Elle est composée de 20 membres, tous militaires, et devra présenter ses conclusions d'ici le mois de juin. Elle sera en charge de formuler des propositions pour que l'armée se tienne à l'écart des dossiers politiques au Burkina, un pays qui a connu une demi-douzaine de coups d'État depuis 1960. Un accord final sur la lutte contre le réchauffement climatique doit être conclu avant la fermeture officielle de la COP 21 ce vendredi soir. C'est en tout cas l'objectif fixé par le président de la conférence. Un projet d'accord a été présenté jeudi par Laurent Fabius qui assure que les négociations sont extrêmement proches du but. Il a appelé à des compromis pour surmonter des désaccords persistants. Le niveau d'alerte a été relevé jeudi à Genève. Les autorités suisses ont eu connaissance de récents mouvements sur le sol helvète de 6 individus soupçonnés de radicalisation, voire de lien avec le groupe État islamique. La crainte est celle d'un attentat, peut-être contre l'ONU. Des procédures pénales ont été engagées à l'échelle du canton et de la Confédération. La cité, habituellement si calme, est devenue un peu nerveuse ces dernières heures.
Le prix Nobel de la paix a été remis jeudi à Oslo au quartet d'organisation tunisienne qui a instauré le dialogue en Tunisie pour sauver la transition démocratique en Tunisie. Les représentants de l'organisation patronale UTICA, l'Ordre national des avocats, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et la centrale syndicale UGTT ont insisté sur les énormes défis qui restent à affronter pour la fragile démocratie tunisienne et pour le monde. Merci de suivre RTI1. Bonne suite de programmes sur Matin Bonheur. RTI1, la chaîne qui rassemble.